Dans le district de Tsukiji, émouillant dans la baie de Tokyo, les jardins de Hamarikyu sont un havre de tranquillité exceptionnel à l'intérieur de l'une des métropoles les plus peuplées du monde. Le site est encadré par de nombreux gratte-ciel, et pour le visiteur, ce sont les seules traces de la ville qui crèvent la canopée de pins, d'érable et de ginkgo. Dans sa paisible contemplation, celui-ci sera frappé par le contraste entre les jardins soigneusement entretenus, la vue des bureaux d'importantes corporations et les appartements de luxe. S'il tourne son regard vers le sud-ouest, il peut apercevoir la grande tour vitrée du Hamamatsu-shokan, symbole du récent et massif redéveloppement urbain de Tokyo. Est-ce la nature qui fait éruption dans la ville, ou à l'inverse est-ce la ville moderne qui fait éruption dans la nature? Après tout, les jardins de Hamarikyu, gagnés sur la mer, ont été la résidence des shoguns des clans Tokugawa et Yanagisawa depuis le XVIIe siècle, avant de devenir la propriété de l'État lors de la restauration Meiji. La ville de Tokyo a choisi de répondre à cette question en adoptant une voie médiane. Les jardins de Hamarikyu flottent comme à la surface de la baie de Tokyo. L'eau de mer encadre le site, s'insinuant dans des canaux savamment construits. Ainsi, la capitale doit vivre en harmonie avec ses trésors naturels afin de devenir une ville verte et bleue. On pourrait relier ces choix au paradigme de l'épanouissement mutuel, ou Chita Kyohei, que développe l'éducateur Jigoro Kanō au tournant du XXe siècle. Appliqué à une philosophie environnementale, ce concept souligne que l'homme n'est pas le conquérant de la nature, mais qu'il fait partie, comme le reste de la faune et de la flore, d'un écosystème complexe et fragile. La désignation et la protection des monuments du Japon, ou Kinenbutsu, sous la loi de 1919 pour la préservation des sites historiques, des lieux de beauté scénique et des monuments naturels, participe à cette relation au monde. La Kadekori de Meisho comprend des jardins, berges et autres lieux remarquables où la main de l'homme a pu en effet croiser celle de la nature. Similairement, en 1873, le gouvernement Meiji recommande l'institutionnalisation des parcs publics, à la fois afin de délimiter la nature de ces espaces dans le cadre d'une réforme de la taxation foncière, mais aussi par l'intégration d'une philosophie hygiéniste et moderniste venue d'Europe. Ce programme aboutit à l'ouverture de Hibiya-koen en 1903, le premier parc à l'européenne, mais aussi à un large projet de végétalisation des banlieues du Grand Tokyo dès le début des années 1930. Ces programmes institutionnels et préceptes philosophiques sont situés dans des contextes socio-historiques bien précis, que ce soit l'entrée du Japon dans la modernité occidentalisée pendant l'ère Meiji, ou l'émergence des velléités impérialistes vis-à-vis des voisins chinois et russes. De la même façon, les institutions japonaises ont pu parfois privilégier un rapport plus destructeur vis-à-vis de l'environnement, en fonction des priorités économiques. Pour Tokyo, la politique des terre-pleins a été une longue tradition depuis la fin du XVIe siècle, sous l'action de Tokugawa Ieyasu, tandis que le déversement des déchets humains et industriels dans les différents fleuves de la capitale a pu causer une pollution chronique. Si les manuels scolaires japonais considèrent Edo comme une ville salubre et soucieuse de l'environnement par sa collecte des déchets, l'urine n'était pas récupérée pour être recyclée, mais bien jetée en pleine rue. De même, le système d'égout était construit en bois, et les conduits d'évacuation des eaux usées se superposaient avec les arrivées d'eau propre, provoquant des contaminations indirectes et peut-être les épidémies de choléra du XIXe siècle. Pendant les années 1960 et 70, le fleuve Sumida était également connu pour être excessivement sale. La contamination par les déjections humaines et d'animaux donnait au cours d'eau son odeur de méthane. J'aborderai plus tard ces différents aspects de l'histoire et de la vie de la Sumida, mais il faut dès à présent garder en tête la nature mobile du rapport entre les humains et leur environnement. La perception de la société et les actions politiques sont motivées par un faisceau de facteurs et répondent à des évolutions et des crises sociopolitiques, économiques et environnementales spécifiques, aussi bien à l'échelle locale que nationale. Ainsi, à l'époque Edo, il est vraisemblable que le recyclage des déchets fut d'abord motivé par des raisons économiques, puisque s'appliquant seulement aux produits en demande ou facilement valorisables, comme le papier, le métal ou les fesses. De nombreux artistes ont médité au bord de la Sumida, s'en servant comme catalyseur de leurs souvenirs et de l'histoire de Tokyo. Pour prendre un exemple parmi d'autres, Akira Yoshimura, dans sa nouvelle Yatakabune, publiée en 1988 dans le magazine Gunzo, se met en scène sur un bateau festif qui remonte doucement la Sumida pour s'arrêter en face du feu d'artifice d'Adachi. Yoshimura est enveloppé dans les souvenirs de la guerre et des quelques années qui suivirent, sa conscience se baladant librement entre le passé et le moment présent.
La nouvelle clarté du fleuve, après les politiques de réduction de la pollution, la présence d'étrangers parlant un japonais parfait, les grands immeubles blancs et vitrés ainsi que les nouveaux ponts métalliques contrastent avec le souvenir des pêcheurs d'antan, des cadavres qui remontaient à la surface de l'eau après la guerre et des tombes à moitié immergées en mémoire des victimes du séisme du Kanto de 1923. Yoshimura aborde cette nouveauté avec un œil curieux, mais jamais vraiment nostalgique. Les feux d'artifice au-dessus du fleuve servent à établir une continuité dans l'histoire et les traditions japonaises, malgré les changements socio-économiques et culturels. Tokyo s'est rétabli, et dans sa reconstruction, une nouvelle société a été bâtie. Discutant avec Shiono, le propriétaire du bateau, Yoshimura souligne que pendant la guerre, le fleuve avait une couleur proche du noir. Près de l'embouchure, des plaques d'huile brillaient à sa surface à marée basse et du méthane en sortait. J'avais entendu dire que les vainqueurs de régates inter-écoles qui se jetaient dans l'eau pour célébrer leur victoire souffraient ensuite d'éruptions cutanées. À l'époque, aucune réglementation n'interdisait aux nombreux ateliers et usines qui l'abordaient d'y rejeter leurs eaux polluées. Après la guerre, sa couleur avait d'abord viré au vert, puis à un bleu pur. La plupart des usines avaient été détruites par les bombardements, et celles qui restaient ne fonctionnaient pas à cause du manque de matières premières. Des gens pêchaient depuis tous les ponts, des bars et d'autres poissons qui remontaient le fleuve. Les longs fils de leurs cannes s'emmêlaient en formant de splendides faisceaux à cause du fort courant. On manquait de tout et on ne pêchait pas par plaisir, mais pour se nourrir. L'économie ne donnait aucun signe de reprise, il n'y avait aucune amélioration en vue. Lorsque Shiono demande confirmation sur la propreté de l'eau de la Sumida, Yoshimura ne répond pas. La nouvelle se poursuit et le narrateur silencieux pense à la pauvreté qui succéda à la guerre. Yoshimura ne regrette pas cette époque, mais les souvenirs qui habitent le fleuve le hantent doucement. La Sumida n'est pas seulement un cours d'eau qui traverse Tokyo, mais bien un lieu de mémoire, dont les significations sont complexes et varient à chaque époque et pour chaque individu. On pourrait arguer que ce que voit Yoshimura sont les fantômes des miasmes de la guerre. Cette notion de corruption, ou kegare, provient des croyances shinto et doit se comprendre comme la réponse de l'environnement et du monde à la pollution morale causée par les humains. Il ne faut néanmoins pas l'interpréter comme une expression du péché des hommes, puisque le kegare se rapproche plutôt du miasma de la Grèce antique. La corruption est un produit naturel de l'existence humaine, puisqu'elle est nécessairement générée lorsqu'une personne meurt, même naturellement, ou bien lors d'un accouchement. À la fin de la nouvelle, la méditation de Yoshimura est interrompue par les feux d'artifice qui explosent au-dessus du fleuve Hara. Le vieil homme pense d'abord rester dans la cabine, alors que le reste des invités est allé sur le pont pour admirer le spectacle. Bientôt, une clameur est montée. Une boule de feu rouge a filé haut dans le ciel pour s'ouvrir en grand cercle de lumière, en même temps que retentissait le claquement sec d'une explosion. On voyait des étoiles, mais pas la lune. Mon verre à la main, j'ai passé la tête dehors. Dans la description du feu d'artifice s'entrecroisent différentes images et références. L'explosion peut faire penser à celle des bombes qui ont frappé la capitale dans la nuit du 9 mars 1945 et dont la violence résonne encore dans les méditations de l'auteur. L'image d'une nuit sans lune se superpose par-dessus et la mention peut évoquer un thème largement exploité par les poètes classiques. Dans un haeko, Matsuo Basho, après avoir quitté sa maison au bord de la Sumida pour un long pèlerinage jusqu'à Ise, dans l'actuelle préfecture de Mie, écrit « D'une nuit sans lune, un vent imposant embrasse les anciens cèdres ». La concision de Basho permet de souligner ce qui est saisissable dans le moment présent, ici le bruit de la tempête qui bat les arbres dans les lointaines montagnes. De la même façon, la nuit sans lune et le spectacle des feux d'artifice permettent d'ancrer Yoshimura dans le temps présent en éloignant les souvenirs du passé. La Sumida continue de couler et les humains d'exister. Dans cette série de vidéos, je vous propose de voyager le long de la Sumida et autour de nombreux autres cours d'eau pour comprendre la manière dont ils sont mobilisés dans la culture populaire moderne. À travers un large corpus de romans, mangas, jeux vidéo, animés et films, mon objectif est de peindre une image en mouvement de ces lieux dynamiques qui alimentent toujours l'imagination des artistes. Dans 6 vidéos distinctes dont les titres s'affichent à l'écran, j'explorerai des thématiques diverses sur les aspects culturels des fleuves dans la fiction moderne, les conflits sociaux qui ont traversé le Japon autour de la gestion de l'eau et les inflexions de la culture actuelle à l'aune des nouveaux méga-projets de redéveloppement. Il s'agit d'un travail de vulgarisation, et s'il m'est impossible de faire une synthèse parfaite des nombreuses études en sciences humaines autour de la maîtrise de l'eau et de l'environnement vécu,
je m'efforcerai de souligner les avancées de la recherche moderne. Par vertu de transparence intellectuelle, les nombres qui s'affichent périodiquement à l'écran renvoient aux références bibliographiques, souvent accompagnées d'un commentaire contextuel qui cherche à combler les angles morts de la vidéo. J'essaierai de tracer un portrait complexe de la Sumida, avec de longues parenthèses en dehors de Tokyo pour explorer des thématiques bien spécifiques, mais cette longue méditation ne pourra pas être exhaustive. Des centaines d'œuvres continuent à la représenter aujourd'hui, qu'elles soient un lieu important pour l'économie narrative ou juste une mention en passant, et il est évident que j'en manquerai. J'espère néanmoins que ce parcours saura attiser votre curiosité et vous permettre d'appréhender la production culturelle japonaise et la ville de Tokyo un peu différemment, ainsi que de voir celles et ceux qui sont invisibles. Pour bien comprendre la situation et les différentes œuvres étudiées, quelques mots de contexte historique sont nécessaires et c'est le sujet de cette première vidéo. La ville de Tokyo se trouve dans la partie sud-est du bassin du Kanto. La région est une vaste plaine, encadrée par des montagnes à l'ouest et au nord, traversée par de nombreux cours d'eau qui se jettent vers le sud-est, dans les baies de Tokyo et Sagami, ainsi que dans l'océan Pacifique. Vu du ciel, il est difficile de manquer les tracés sinueux des fleuves Tone et Hara, ainsi que la grande tache que forme le lac Kasumigaura. Les calmes ondulations depuis leur source donnent à ces fleuves une apparence naturelle, laissant presque croire que la plaine du Kanto a toujours été un lieu fertile et accueillant, havre de paix pour les populations japonaises. La réalité est bien différente et le Kanto a été lourdement aménagé par le shogunat Tokugawa depuis le XVIIe siècle. Les périodes Muromachi et Sengoku, par l'absence de pouvoir unificateur à l'échelle nationale et la multiplicité des clans rivaux, ont connu un affaiblissement et une dégradation du réseau urbain terrestre à travers l'île de Honshu. Tokugawa Ieyasu, après avoir accédé nominalement au pouvoir en 1600, lance un ambitieux programme de rénovation des infrastructures de transport avec la construction de 5 routes majeures, les Gokaido, afin d'asseoir son autorité sur le pays. Malgré tout, ce sont les cours d'eau qui restent encore les routes les plus utilisées pour le transport de personnes et de marchandises, peut-être par la volonté du shogunat Tokugawa de réserver les routes terrestres à un usage officiel. En 1853, le batelier Honda Kanosuke témoigne de l'importance des fleuves dans son carnet de bord, faisant des allers-retours de plus de 100 km entre la capitale Edo et l'actuel lac Kitaura. D'autre part, ces différents fleuves contribuent à faire du Kanto une région propice à l'agriculture et à la pêche. La présence d'un environnement humide avec de nombreux points d'eau permet également l'émergence d'une faune riche exploitée par les chasseurs. Roderick Wilson utilise le concept de riparian relations, ou relations riveraines, pour exprimer l'interdépendance entre les différents acteurs de la société autour des fleuves. À partir des constats précédents, il souligne que les différents villages sont interconnectés et utilisent pleinement les cours d'eau pour échanger des marchandises. Les produits de l'agriculture descendent les fleuves pour alimenter la capitale et les villes côtières, tandis que les produits manufacturés et les fruits de la pêche partent dans l'autre sens. Cette fluidité des échanges et l'optimisation agricole sont tributaires des nombreux travaux d'aménagement qui vont de simples canaux d'irrigation pour une petite rizière à la transformation radicale du tracé des cours d'eau sur plusieurs dizaines de kilomètres. Parmi ces travaux, le plus marquant est sans doute le déplacement des fleuves Tone et Hara pour mieux contrôler les risques d'inondation. Le détournement du Tone a débuté en 1594 autour du village de Honkawamata, sur l'actuel site de Ranyu, à Saitama. En amont du village, le fleuve se séparait en 2 branches, la plus importante déviant vers le sud pour aller se jeter dans la baie d'Edo. L'Hara était alors son affluent et le rejoignait près de Nishikata. Le projet demanda plusieurs larges opérations jusqu'en 1654 et les environs du Tone furent à de multiples reprises inondés par le détournement incontrôlé du fleuve. Plusieurs cours d'eau mineurs émergèrent de ces erreurs, comme son défluent, le fleuve Edo. Concurrentiellement, des travaux débutés en 1629 cherchèrent à dévier l'Hara vers l'ouest pour le faire se déverser juste au nord de la capitale. Le nouveau tracé correspondait alors à l'actuel fleuve Sumida. Cet aménagement du Kanto a permis de rendre la région beaucoup plus fertile et le XVIIe siècle voit l'apparition de nombreux champs qui permettent la culture du riz, mais également d'autres produits agricoles comme l'orge ou le sarrasin. Le contrôle des cours d'eau permettait d'irriguer les zones intérieures sèches et de drainer l'humidité des marais côtiers. Profitant des réclamations de terre, de nombreux villages ont été créés pendant cette période, assurant l'approvisionnement de la capitale. Dans les premières décennies du shogunat Tokugawa, la majorité des vivres provenaient des bateaux venus du Kinai, l'actuel Kansai, mais la région devint bientôt autosuffisante. Portée par la productivité agricole,
la ville d'Edo se développa considérablement, atteignant peut-être plus d'1 million d'habitants à son paroxysme, soit l'une des villes les plus peuplées du monde, dépassant alors Paris. Les fleuves étaient ainsi traversés par de nombreux bateaux, tandis que les paysans travaillaient dans leurs champs. Pendant la période Edo, de nombreux artistes ont été inspirés par ces scènes de la vie quotidienne, où la Sumida reflétait la prospérité et le travail des habitants du Kanto, soulignant ainsi l'importance du lieu. Parmi eux, on retrouve Utagawa Hiroshige, dont l'œuvre se concentre surtout, à l'instar de Hokusai, sur les paysages et les vues scéniques. Il faut comprendre le succès de ce style par les voyages plus fréquents à travers le Japon grâce au Gokaido, mais également avec de nouvelles sensibilités artistiques, notamment héritées de l'étude de la perspective européenne. Hiroshige s'est justement rendu célèbre en 1833 avec sa série des 53 stations du Tokaido. Son style est dépouillé et doucement poétique. Dans l'une de ses dernières séries, Les 100 vues d'Edo, il brosse des paysages autour de la capitale dans un format vertical saisissant. Peinte entre 1856 et 1858, cette série doit être comprise comme une vue idéalisée de la capitale et de sa population, puisqu'Edo avait été frappé par un tremblement de terre d'une extrême intensité en 1855. Sur les 119 paysages, on retrouve des vues iconiques de ponts, de sanctuaires et de pavillons qui s'opposent aux représentations plus prosaïques d'échoppes et de la classe populaire japonaise. Une des vues les plus intéressantes pour saisir la société d'Edo est sans doute celle des fours de céramique près des transporteurs Hashiba sur le fleuve Sumida, même si elle peut sembler plus en retrait que les autres par sa sobriété. Baigné dans la lumière du soleil couchant, le fleuve Sumida enveloppe le centre de la composition. Il est encadré dans le fond par la forêt du sanctuaire dédié au dieu de l'eau, Suihin, et au premier plan par ce qui s'apparente à une fabrique de céramique. Au milieu du fleuve, on peut reconnaître les transporteurs Hashiba qui effectuent des allers-retours entre les deux rives de la Sumida. Près du bord gauche, d'autres bateaux sont visibles à la surface de l'eau, peut-être des pêcheurs. Cette vue, si elle est particulièrement dépouillée, a le mérite de mettre en avant la centralité de la Sumida dans la vie économique d'Edo. Il s'agit à la fois d'une voie de transportation et d'un moyen de subsistance. C'est également un cours d'eau qui permet d'alimenter les manufactures de la capitale, tout en étant un symbole pour les sites religieux adjacents. Des thèmes similaires sont visibles dans une estampe datant de 1831, la lune dans le crépuscule du pont Ryogoku. Ici, la Sumida est pleinement barrée par les constructions humaines et le fameux pont Ryogoku. Les pêcheurs s'affairent alors que le soleil se couche, mais on voit également un petit bateau couvert, un yanebune, sur lequel nous reviendrons plus tard. Le fleuve est ici pleinement encadré par la civilisation humaine, traversée par les poutres croisées du pont au premier plan, signe de sa fertilité et de son importance pour la société Edo. Il serait possible de multiplier les exemples à l'envi, mais revenons sur l'estampe précédente. Le long panache de fumée qui traverse verticalement la composition passe du gris au blanc et permet de souligner la présence des oiseaux au plumage semblable qui flottent à la surface de l'eau. Leur présence, couplée avec celle des bateaux transporteurs, est loin d'être anodine, puisqu'il s'agit d'une référence à l'un des récits classiques les plus connus au Japon, les contes d'Issei. Sans doute écrits pendant tout le long du Xe siècle, les contes d'Issei sont une collection de poèmes rédigés par plusieurs auteurs anciens, alimentés par le nouveau succès des anthologies littéraires. Véritable monument de la culture classique, il a servi pendant des siècles de manuel esthétique, largement réinterprété selon les contextes et les lecteurs. La lecture de l'anthologie est très accessible, puisque chaque poème, sous forme de waka, n'est accompagné que d'un court commentaire et ne dépasse que rarement quelques lignes. Les différents épisodes s'approchant ainsi de la forme du proverbe, il était pratiquement obligatoire pour les élites urbaines de l'ère Edo d'être familiers avec les contes d'Issei pour pouvoir les référencer. Même si son influence a diminué depuis l'ère Meiji, cette collection reste toujours une source d'inspiration pour les artistes contemporains, et ses célèbres images continuent à alimenter la mythologie esthétique japonaise. Les contes d'Issei présentent ainsi une image idéalisée de l'amour courtois et de l'amitié, tout en prescrivant des relations entre les hommes et les femmes. Pénétré par un refus de la grossièreté et de l'agitation, il s'agit aussi d'une contemplation du monde à travers l'élégance et la beauté, ou le miyabi. Pour éclairer ces thématiques, les contes d'Issei mettent en avant le personnage de Hariwara no Narihira, un poète ayant réellement existé, mais qui prend ici des atours fictionnels. Narihira aurait effectivement dû faire partie de la famille impériale, mais des intrigues de cour ont mené à la déchéance du prince Abo, le père de Narihira, et fils de l'empereur Heisei. Comme roturier, ce dernier intègre la bureaucratie impériale et se rapproche du fils de l'empereur Montoku, le prince Koretaka. Dans les contes d'Issei, il est alors décrit comme un poète d'une grande beauté et un amant idéal,
multipliant les maîtresses tout en se comportant avec chacune d'entre elles avec une rare élégance. Si les amours interdites de Narihira avec les dames de la cour sont parmi les scènes les plus importantes, de nombreux épisodes évoquent des situations amoureuses très différentes, de l'amour filial à l'affection entre personnes âgées, en passant par des situations d'adultère ou de puissantes formes d'amitié. Il est impossible de présenter la complexité des thèmes des contes d'Issée en quelques minutes, ni d'analyser le jeu stylistique qui traverse les différents poèmes. Pour cette vidéo, nous n'avons besoin de nous intéresser qu'à l'un des épisodes les plus fameux du corpus, le départ vers l'Est. Dans cet épisode, un narrateur masculin anonyme voyage vers l'Est en s'éloignant de la capitale. Le thème de la descente vers l'Est, ou Azuma Kudari, est un motif récurrent de la littérature et de la mythologie japonaise, traditionnellement associé à l'exil d'un jeune noble loin de la cour impériale. Le narrateur de l'épisode voyage ainsi avec ses amis, en passant par 4 lieux importants, qui correspondent chacun à un poème de la section. Il passe à travers des marais nommés Yatsuhashi, avant d'avancer jusqu'au mont Utsu puis Fuji. Enfin, le groupe arrive sur les bancs de la Sumida, si loin de la capitale. Après avoir contemplé le paysage, et alors que le batelier les enjoint à monter sur l'esquif, ils aperçoivent un oiseau. Juste à ce moment, ils virent un oiseau blanc de la taille d'une bécassine, avec de grandes pattes et un long bec, en train de s'agiter à la surface de l'eau, tout en avalant un poisson. Puisque c'était un oiseau qu'ils n'avaient jamais vu dans la capitale, personne ne savait comment il s'appelait. Ils demandèrent son nom au batelier, qui répondit « Enfin, c'est l'oiseau de la capitale !» En écoutant cela, l'homme récita un poème. « Oiseau de la capitale, si ton nom est vrai, alors laisse-moi te demander si celle que j'aime est en bonne santé. » Sur le bateau, tout le monde fondit en larmes. L'oiseau de la capitale, ou Miyakodori, permet d'évoquer la bien-aimée qui a dû rester à Heian-kyo, malgré l'exil de son amant. Le narrateur interpelle l'oiseau, mais il sait pertinemment qu'il n'aura aucune réponse. Le dernier vers du texte japonais, si traduit littéralement, peut se comprendre comme « est-elle vivante ou morte ?» mais les traductions les plus naturelles et poignantes choisissent de l'interpréter comme « est-elle vivante et en bonne santé ?» D'une certaine manière, la présence de l'oiseau de la capitale est l'expression de l'absence de l'être cher. L'image est si frappante que les compagnons du narrateur sont forcés de pleurer avec effusion. En effet, les normes sociales de l'ère Heian prescrivent que les hommes doivent être capables d'exprimer explicitement leurs émotions lorsque la situation le requiert. Ce passage extrêmement élégiaque est devenu un lieu commun de la mythologie esthétique japonaise et un exemple type du miyabi, c'est-à-dire d'une beauté éphémère et déclinante, pétrie par la mélancolie. Parmi les nombreuses productions littéraires qui se sont inspirées de cet épisode fameux, on trouve une pièce de théâtre No appelée Sumidagawa. Le récit met en scène un groupe de passagers sur le point d'emprunter un transporteur pour traverser le fleuve Sumida. L'un d'entre eux demande au batelier d'attendre un peu plus longtemps, car une femme folle, un archétype récurrent du théâtre No, doit bientôt arriver. Celle-ci est une mère ayant voyagé depuis Kyoto pour retrouver son fils enlevé par des marchands d'esclaves. Le batelier lui demande alors de se comporter comme une folle pour l'amuser, seule condition pour qu'elle monte sur le bateau. La mère s'indigne de la cruauté de l'homme et mentionne l'épisode des contes d'Issée pour le convaincre de faire preuve d'humanité et d'élégance, car l'amour que la mère porte pour son enfant est comparable à celle de l'amour du narrateur pour sa bien-aimée restée à la capitale. La femme reprend ainsi les exacts éléments du poème et se montre particulièrement frustrée par l'incapacité du batelier à imiter le passage iconique. Lorsqu'elle demande quels sont les oiseaux sur la surface du fleuve, le batelier répond abruptement qu'il s'agit de mouettes. Cette première partie de la pièce permet de présenter l'histoire d'une manière assez comique et d'endormir la méfiance du spectateur. En réalité, elle prépare le contraste avec la seconde partie, où la mère apprend qu'un enfant appelé Umewakamaru est mort il y a 1 an sur l'autre rive de la Sumida. C'est son fils. Malgré sa peine immense, la mère parvient à aller sur la tombe de son fils et à prononcer une invocation à Amitabha Buddha. Le fantôme du fils apparaît, mais il est impossible pour la mère de le prendre dans ses bras. Elle s'écroule alors de tristesse, et la pièce se termine sur ses sanglots, alors que le spectre du fils disparaît dans la lueur de l'aube. Sumidagawa s'inscrit dans le rare courant des histoires de femmes folles, les Kyōjomono, et l'intertextualité très explicite avec les contes d'Issée permet de réinterpréter le site de la Sumida. Au lieu de le considérer comme un simple lieu de contemplation propice au miyabi, le fleuve devient un site de tragédie. Le spectre de la mort hante,
mais il n'est pas forcément toujours visible. Dans le dernier acte de Sumidagawa Gonichi no Omokage, les personnages doivent également faire face à un fantôme sur les bords de la Sumida. Il s'agit ici d'un esprit vengeur, un onryo, que les protagonistes parviennent à repousser en utilisant un parchemin représentant une carpe, objet important présenté au début de l'intrigue. Toutes ces interprétations et symboles, à l'instar des sédiments portés par le courant du fleuve, s'accumulent et se combinent pour former un lit complexe de significations. Pour revenir sur l'estampe de Hiroshige, on comprend mieux pourquoi l'artiste a inclus les oiseaux de la capitale. Il s'agit d'une manière d'inviter le spectateur à une contemplation du miyabi de la société d'Edo, rythmée aussi bien par le courant de la Sumida, les bruissements des arbres de la forêt de Suijin et l'activité humaine. La fumée de la fabrique, qui emprunte les couleurs des Myakodori, invite à penser la solitude du voyageur face à la nouvelle civilisation urbaine. Une autre grande famille de symboles autour de la Sumida est celle des loisirs et des plaisirs. Peu de temps après s'être installé à Edo, Tokugawa Ieyasu a cherché à solidifier son pouvoir par des protections divines. En particulier, le temple de Senzo-ji, prétendument construit après qu'une statue de la déesse Kannon avait été retrouvée par 2 pêcheurs dans le fleuve Sumida, avait été sélectionné comme le lieu religieux le plus important par le shogunat après sa victoire à Sekigahara en 1600. Les relations entre le pouvoir shogunal et Senzo-ji sont particulièrement complexes, mais il suffit pour l'instant de retenir que l'élévation de Asakusa Kannon comme divinité tutélaire du régime s'est accompagnée de bénéfices économiques pour le temple à travers le don d'un large terrain arable et les subsides pour la reconstruction du temple. Néanmoins, Senzo-ji souffrit assez durement de la nature statique de ses revenus, parfois insuffisants en cas de mauvaise récolte, ainsi que de son importance religieuse pour le pouvoir, qui l'isolait du reste de la population. Pendant 2 siècles, le temple s'attela ainsi à diversifier ses activités pour plaire au plus grand nombre, jusqu'à devenir un des centres névralgiques de la culture d'Edo, un lieu de rencontre populaire et ouvert sur le public, libéré de l'influence restrictive du shogunat Tokugawa. Senzo-ji était parvenu à capitaliser sur la renommée d'Asakusa Kannon et la protection qu'elle offrait aux dédicants. Un élément extrêmement important dans cette entreprise était la présence de nombreux restaurants, échoppes et spectacles, aussi bien à l'intérieur du domaine sacré, le Keidai, que dans ses alentours, qui permettaient de capter la foule et de faire vivre économiquement le quartier. 3 fois par an, d'immenses foires étaient organisées pour attirer le public. Celle de la fin d'année, le Toshinoechi, était la plus spectaculaire et fait encore aujourd'hui partie des attractions phares du district d'Asakusa. À l'époque Edo, passer sous l'immense porte Nihomon et entrer dans Senzo-ji correspondait à s'immerger dans un univers en ébullition où le divertissement, ou asogi, croisait les rituels bouddhistes. À la fin du XVIIIe siècle, 280 commerces étaient recensés sur le site, dont 112 salons de thé. Si ces établissements étaient effectivement des endroits de repos et de consommation, leur stratégie reposait assez largement sur la mise en valeur érotique de jeunes femmes, comme l'explique Namling Oro. La plupart des clients des salons de thé sont des hommes, et la majorité de ces salons bondés recrutaient de belles et jeunes femmes, aussi appelées shakumionna, littéralement les femmes qui servent le thé, pour les exhiber afin d'attirer la clientèle masculine. Pour les femmes, les salons de thé étaient des endroits où elles pouvaient mettre en avant leur beauté personnelle et bien s'habiller tout en faisant de l'argent. Bien que le shogunat avait ordonné que les serveuses des salons de thé ne pouvaient porter que des habits en coton, ces jeunes femmes n'hésitèrent guère à se parer de tissus en soie ou en satin noir. Au carrefour du mercantilisme et du voyeurisme masculin, les salons de thé de Senzo-ji créèrent et développèrent une culture érotique qui donna naissance à de légendaires beautés comme Okita du salon Naniwa ou Oroku du salon Minato. Leurs beautés dominèrent la curiosité et les ragots des Edoïtes. Certains établissements devenaient même des parloirs prostitutionnels, à mi-chemin entre le centre d'Edo et le fameux district des plaisirs, le Yukaku de Yoshiwara. Il n'est pas surprenant que le fleuve Sumida, si proche de Senzo-ji, ait été exploité pour diversifier les activités récréatives du quartier, absorbant en même temps de nouveaux symboles et significations. Une estampe de Hiroshige, appréciation d'une soirée calme devant le grand feu d'artifice du pont Ryogoku, permet de saisir cette vitalité culturelle. Les 3 personnages féminins sur chaque volet du triptyque identifient l'estampe comme un bijinga, c'est-à-dire une peinture mettant en avant la beauté féminine. Très souvent, les femmes représentées sont des courtisanes, c'est probablement le cas ici, et la coiffure Shimada les identifie peut-être à des geishas, destinées à une clientèle aisée. Elles semblent apprécier la soirée estivale sur un bateau de plaisance, un yakatabune,
généralement utilisés pour les grandes occasions. Il est très peu probable que ces courtisanes se trouvent ici lors d'un jour de congé, puisqu'elles ne peuvent normalement pas quitter le quartier des plaisirs de Yoshiwara, étant considérées comme la propriété des proxénètes. Elles auraient plutôt été choisies pour accompagner des clients, hors de l'image, agrémentant le divertissement des feux d'artifice. En ignorant le premier plan, il est possible de voir de nombreux autres bateaux sur la Sumida, beaucoup moins luxueux, près du pont Ryogoku. La perspective sépare ainsi les deux mondes d'Edo, celui d'une aristocratie du reste de la population. Les bateaux couverts sont d'autres yanebune, destinés à l'observation du spectacle, tandis que les plus petits sans toit, les uro-urobune, sont des vendeurs désireux de se faire de l'argent pendant les festivités. Feux d'artifice sur le pont Ryogoku, une autre estampe de Hiroshige et peut-être encore plus emblématique de la culture Edo, illustre la manière dont la société de la capitale se retrouve dans de pareilles occasions. L'estampe, très sombre, est traversée dans sa partie supérieure par deux grands feux d'artifice. Dans le coin supérieur droit, une explosion d'étoiles irradie le ciel tandis qu'un feu de Bengale retombe doucement après s'être élevé dans les airs. Plus bas, écrasés par la perspective, les passagers de dizaines de bateaux admirent le spectacle, plongé dans l'obscurité de la nuit. On reconnaît, au centre, un yakatabune, par ses dimensions et ses multiples lanternes, entouré par des yanebune plus modestes et de multiples uro-urobune. La tradition considère que les feux d'artifice au-dessus du pont Ryogoku auraient commencé en 1733, à la suite de la grande famine de Kyoho et de l'épidémie de choléra ayant frappé la ville. La légende soutient que Tokugawa Yoshimune aurait organisé un festival pour Suijin, qui coïncidait avec le Kawasegaki, le festival annuel pour l'ouverture de la saison de navigation, et que des feux d'artifice auraient été utilisés pour commémorer les morts de l'année précédente. Malgré la persistance de cette croyance populaire, aucune source ne confirme que les événements aient été liés. Plus prosaïquement, les manufactures de poudre noire avaient été reconditionnées en fabriques de feux d'artifice après que le shogunat exerça un contrôle plus strict sur la production d'armes à feu en 1607, rendant le spectacle accessible au plus grand nombre au cours de la période Edo. C'est vraisemblablement avec la rivalité entre l'artisan Tamaya Ichibei et ceux de la maison Kagiya, autour de 1808, que la tradition annuelle des feux d'artifice du fleuve Sumida s'est solidifiée et qui continue aujourd'hui à être entretenue le dernier samedi du mois de juillet. Ce long exposé a présenté différentes traditions et symboles qui ont lentement été associés au fleuve Sumida et qu'il faut garder à l'esprit pour analyser la production culturelle japonaise. Avant de commenter des œuvres qui évoquent la Sumida contemporaine, je voudrais finir cette vidéo en parlant de quelques-unes qui mettent en scène le fleuve à l'époque Edo. Un exemple remarquable est le manga Sabutoichi Torimo no Ikae, dessiné par Shotaro Ishinomori à partir de 1966. Il met en scène le jeune Sabu, un détective au service du shogunat, parcourant le Japon pour résoudre de multiples crimes. Il est accompagné par Ichi, un vieil épéiste aveugle reconverti en masseur, personnage inspiré par le Zatto-ichi de Kenji Misumi. Si le manga traite effectivement d'affaires policières, il s'agit pour Ishinomori de mettre en scène la société de la période Edo avec un regard souvent mélancolique, blâmant généralement les vices de la nature humaine et du pouvoir. Le premier chapitre commence avec le meurtre de pêcheurs, dont les cadavres ont été retrouvés dans le fleuve Sumida. Le cours d'eau cristallise alors les différentes jalousies qui enserrent la vie économique et politique d'Edo. Rapidement, l'enquête des deux protagonistes se tourne vers les rivalités entre les pêcheurs de l'île de Tsukudashima et ceux en amont du fleuve, les premiers ayant été en effet officiellement choisis par le shogunat comme port de pêche pour le ravitailler en poissons frais. En particulier pendant les nuits d'hiver et de printemps, sont pêchés les shirao, les petits poissons transparents consommés rituellement et qui présagent de l'arrivée de la belle saison. Pour cette raison, il est possible que les pêcheurs du manga, en amont de la Sumida, aient voulu contester le monopole de Tsukudashima, notamment en envoyant des rondins descendre le courant pour trouer leurs filets. Une autre théorie de Sabo implique un samouraï, soulignant les complots des factions politiques d'Edo. Dans cette affaire, la place du fleuve est centrale, il est l'objet de convoitises pour ses multiples richesses, il prodigue les fruits de subsistance pour les habitants d'Edo, et est au cœur du stratagème meurtrier. Si certaines cases reprennent la structure de célèbres ukiyo-e, un choix intéressant de mise en scène est celui des routes. Ishinomori utilise une perspective verticale pour souligner le parallèle entre les rues de la capitale et le fleuve, les allers-retours des habitants représentant un courant perpétuel qui alimente la ville. Les personnages sont alors écrasés, à la fois insignifiants à l'échelle d'Edo, mais si uniques et importants dans leur individualité. À travers le chapitre, plusieurs cases servent de transition
et souligne que malgré les meurtres, la Sumida ne cesse de couler. Les pêcheurs continuent leur labeur et des courtisanes marchent de nuit le long de la Sumida. La vie continue. Pour le jeu vidéo, différents titres utilisent la Sumida pour évoquer un Japon d'antan, pétri par les légendes et les coutumes historiques. Certains ne proposent que de rapides références visuelles, rappelant immédiatement les traditions d'un Japon ancien. Kyo Flying Squad, développé en 1993 par Victor Entertainment pour le Sega CD, met ainsi en scène les aventures de Rami Nanahikari, la descendante d'anciens dieux tâchés de protéger la clé du trésor secret qui permet d'utiliser une arche. Ce que sont réellement la clé et l'arche ont été oubliés avec les générations, mais Rami décide de mener sa mission, affrontant aussi bien créatures mythologiques que véritables factions, comme l'armée russe ou la United States Navy. Dans ce mélange d'influences surprenantes et colorées, le second niveau met en scène la Sumida à la fin de l'époque Edo. Vers la fin, Rami passe devant un immense Yakatabune, symbole phare du fleuve et représentation iconique de la culture Edo. La Sumida est en effet souvent utilisée pour instancier une identité japonaise, une japonité, en performant des éléments culturels pour correspondre à une image attendue. Un autre exemple marquant est le thème chanté par Sakura Shinguchi, l'une des protagonistes de Sakura Taisen, et sa doubleuse Chisa Yokoyama, à l'occasion du musical Shippen Hakenden, organisé en août 2002. La franchise met en scène des services secrets composés de jeunes femmes pouvant contrôler des mechas pour combattre les démons nourris par les vices des êtres humains. Le premier jeu se concentre sur les missions de la Flower Division, la Hanagumi, se faisant passer pour une troupe de théâtre. Le succès de la franchise a conduit à la représentation de plusieurs musicals avec les doubleurs des personnages. Certains adaptent des classiques de la littérature et c'est le cas pour le Shippen Hakenden qui reprend le Nanso Satomi Hakenden de Kyoukutei Bakin, une célèbre épopée sous forme de roman de l'époque Edo, longue de 106 volumes et destinée au grand public. La saga qui s'étend sur plusieurs générations suit de nombreux personnages et met en scène les 8 chiens, des individus qui accèdent petit à petit à la renommée par leur action héroïque avant de se ranger derrière le clan Satomi qui domine sur l'est du Japon par son intelligence et ses vertus. Il est évident que Bakin est inspiré par Au bord de l'eau, classique de la littérature chinoise racontant les histoires de 108 bandits révoltés contre la corruption du pouvoir central. Bakin reprend cette structure ainsi que la densité et la variété des intrigues, tout en l'adaptant à la modernité de l'époque Edo et en soulignant l'excellence morale et humaniste de ses héros. Il n'est ainsi pas surprenant que le Hakenden ait été choisi comme source d'inspiration pour l'un des premiers musicals de Sakura Taisen, franchise qui se place également au croisement entre différentes cultures, mélangeant l'esthétique idéalisée d'un Japon de l'époque Taisho avec une grammaire animée plus moderne. À ce titre, il faut opposer les personnages de Sumire et Sakura, qui représentent deux facettes du Japon. La première s'apparente à la figure de la courtisane ambitieuse et indépendante, faisant parfois preuve d'orgueil. À l'inverse, Sakura est la représentation de la Yamato Nadeshiko, par sa beauté traditionnelle, son humilité, sa patience et le soin qu'elle porte à autrui, c'est-à-dire la représentation idéale de la féminité japonaise. Dans le Shippen Hakenden, elle chante Smidagawa, l'une des seules pistes se rapprochant ostensiblement des musiques traditionnelles japonaises, les minyo, avec Neko Odori. Smidagawa est composé comme un hondo, c'est-à-dire avec vocation à être dansé sur le swing caractéristique du genre. Un des plus connus est Anagasa Hondo, mais de nombreuses franchises modernes ont leur propre hondo, qui sert à instancier les différentes séries dans une tradition japonaise, comme le 4e ending de Pokémon, ou l'ending de Uchu Sentai Kyuranja. Ce qui distingue Smidagawa à l'intérieur du musical des autres hondo est le choix d'une instrumentation entièrement traditionnelle, avec un shamisen, un taiko, un shinoboe et un chœur féminin, avec Sakura comme chanteuse principale. Smidagawa ressemble en fait beaucoup au célèbre Tokyo Hondo, et son interprétation par la geisha Katsutaro Kouta et le chanteur Mishima. Il élabore ainsi le verbe tsuki wa sumida no, tsuki wa sumida no yakatabune.
Sumidagawa évoque en effet les spécialités de la Sumida, les oiseaux de la capitale et les geishas sur leur bateau. De manière insistante, Londo répète qu'en cas de doute, il est toujours possible de trouver une réponse auprès des fleurs de la Sumida. Les jeux de mots autour de Sakura font également de cette dernière l'une des spécialités du fleuve et la représentent ainsi, avec la composition et les sonorités très traditionnelles, comme un symbole idéal du Japon et de Tokyo qu'elle défend au sein de la Flower Division. Sa douceur s'oppose à la pesanteur que représentent parfois les querelles et l'intendance domestique mentionnées par Londo, mais elle reste une guerrière capable au service de la nation. Le fleuve Sumida est ainsi encore utilisé pour évoquer une image traditionnelle du Japon et de sa culture, et ici pour construire l'image de Yamato Nadeshiko de Sakura et de son héroïsme patriotique à travers les symboles apparus dans le Japon prémoderne. L'image de la Sumida et d'une culture traditionnelle remplit ainsi de nombreux rôles, mais sert souvent de soupape pour les tensions nées de la modernisation du Japon, où il est de plus en plus difficile de trouver sa place. Évoquer les mythes et les festivités le long des cours d'eau historiques permet de mettre de nouveau en valeur une identité nationale quand les difficultés socio-économiques érodent la fabrique sociale traditionnelle du Japon, notamment à partir des années 1980. La culture populaire a largement intégré les festivals et les feux d'artifice dans sa grammaire narrative, au point où elle est devenue un passage presque obligatoire pour le slice of life. Le festival marque un temps d'arrêt dans la rapidité de la vie urbaine, pendant lesquels les cœurs sont plus facilement mis à nu. Les feux d'artifice, dans leur impermanence, ont aussi une qualité soudaine qui tend à réunir les amants. Les symboles de la Sumida historique ont ainsi évolué et ne sont plus nécessairement utilisés que dans le strict cadre du miyabi de l'époque médiévale et prémoderne, ou pour évoquer le labeur du paysan du Kanto. Sans disparaître complètement, ils évoquent de nouvelles réalités socioculturelles et cherchent à exprimer une autre manière d'exister. Dans la prochaine vidéo, je chercherai à illustrer les évolutions autour de la représentation des fleuves dans l'après-guerre, en insistant sur les notions de loisir, d'appartenance et d'identité locale. La prévalence de la pêche dans les jeux vidéo japonais et la culture gourmet qui s'est développée dans les dernières décennies renseignent sur le rapport entre la société urbaine japonaise et les cours d'eau, en même temps qu'un capitalisme débridé redéfinit les aspirations de la classe moyenne. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. C'est mon premier essai dans la réalisation d'une vidéo pour YouTube et la première partie d'un projet un peu titanesque que j'ai commencé il y a 1 an et demi déjà. Et à force de faire des recherches, ce qui devait être une vidéo d'1h30, 2 heures, s'est transformé en une longue exploration en 6 volets. Le script de la deuxième vidéo a été écrit au début de l'année et je veux juste y ajouter quelques nouvelles idées qui ont germé ces derniers mois. Mais puisqu'on est sur de la grosse analyse comparée, la recherche et la réalisation prennent beaucoup de temps. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à utiliser la cloche pour être notifié des prochaines sorties. Après tout, l'algorithme YouTube déteste mon approche très lente et peu productive. Je souhaite aussi que ce genre de projet reste gratuit et accessible à tout le monde, mais si vous considérez que mon travail mérite un peu d'argent, vous pouvez vous rendre sur mon Ko-fi, qui se trouve dans la description, et y faire une donation. Ne le faites pas si vous n'en avez pas les moyens, mais ça me permet de me concentrer davantage sur ces projets de vulgarisation. Je prépare d'autres choses dans les prochains mois pour ne pas me noyer dans la Sumida, un peu plus improvisé, un peu plus podcast dans l'idée, et sans doute des choses en stream également. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, et à la prochaine. Our past was short.